Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bien le bonjour les amis, bien le bonjour Jean, notre boulanger qui nous fait cuire des critiques à... J'ai perdu, je l'ai pas, et du coup je sais pas, voilà, c'est les problèmes de l'impro, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Et donc notre ami Julien, donc notre comte du coup, qui était déguisé il y a pas longtemps avec un cosplay... Anakin pour nous annoncer une grande nouvelle, je crois. Ouais, c'est surtout le cosplay de ma copine, de ma blonde, comme on dit au Québec, qui vous a annoncé la grande nouvelle, puisque étontré, comme vous le saviez, je fais partie de la 501e Légion, et donc il a fallu porter le coup. Et donc ma blonde a fait un costume de Padmé dans l'épisode 3 au moment où elle est enceinte, pour vous annoncer qu'on a poussé le cosplay jusqu'au bout, puisqu'elle est effectivement enceinte. 2 mois, hein, normalement. Hein, je veux dire, bon, les tests n'ont pas été faits, mais a priori, ça semblerait que ça soit de moi. Ah, tu vois, on a oublié la photo, là. On aurait dû mettre la photo. Ça aurait été... T'en as un ou deux? Un. C'est bon signe, déjà. Une, en l'occurrence. Ouais. Si t'attendais un gars et une fille, ce serait mal barré, quand même. Ouais, à un moment, je me suis dit, écoute, si j'ai un gars et une fille, au moins c'est fait, comme ça, on peut passer à autre chose. J'ai fait ma contribution planétaire. Mais bon. On va déjà essayer de survivre avec une. Eh ben, comment allez-vous, les gars? Ah, ça va super. Vraiment très très content de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ouais, carrément. Ouais. J'ai l'impression que ta bibliothèque a doublé de jeux de Wii. Ouais. Depuis. J'étais pas au courant qu'ils en avaient sorti autant, quoi, mais t'en as en double là, c'est pas possible, quoi. non, mais tu verras en plus dans WhatsApp, il y a quelques jeux Star Wars fort intéressants. Je vais te montrer ça, tu vois. Est-ce que c'est que des jeux nord-américains ou, étant donné que tu vas en pèlerinage japonais régulièrement, tu ramènes un peu de tout, ouais. Ouais, carrément. T'es pas mal non plus aussi, hein. Toi aussi, t'as une belle petite collègue derrière aussi. Ouais, mais moi je suis plus dans le spécifique, tu vois. Je suis plus dans du Mario Kart, là, comme tu vois ici, là. Top, dans l'autre côté, là. Mais est-ce que t'as tout joué, Jean? Ah non, aucunement. Fini, 100%, platiné. Tu verras, Julien, du moment que t'es papa, t'as plus de temps de rien après. Enfin, tu sais ce que c'est, Tom. Trouver du temps pour jouer, c'est compliqué, très compliqué. Donc, ouais. Puis comme un con, j'en ai fait plein en plus. Ouais, en plus, t'en as combien? 3, 4, 5? Tu te fais l'équipe de foot. 12. Bah, il en a 4 officiels, puis il y a les non officiels, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, ça dépend si tu comptes. T'as les numérotés, t'as les spin-offs, quoi. Bon, eh ben, on est bien parti pour dire des conneries, ça tombe bien. On va commencer peut-être par... donc là, le thème d'aujourd'hui, je vous l'annonce, le thème principal, voilà, c'est ça. Donc c'est les 2 derniers tomes qui sont sortis, Princesse Leia, mais cette fois-ci en manga, même si, d'après Julien, c'est pas tout à fait du manga, il nous expliquera son point de vue. Si tu veux le caler maintenant, vas-y, tu peux... Ah non, on va le caler plus tard, là, on va faire les WhatsApp. Alors, on regarde pour après. On va regarder commencer, après. Les gars, par votre WhatsApp, c'est-à-dire quelle est votre dernière news de Star Wars? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que vous avez à me raconter de Star Wars? Allez, on commence par le futur papa, là. Ok, bon, a priori, c'est moi. Alors, au niveau Star Wars, ces derniers temps, moi, je me suis replongé. Alors, vous allez me traiter un petit peu de personnages étranges. Je me suis replongé dans l'écosystème, si vous voulez, du pouvoir de la Force. Donc, Force Unleashed. Avec les BD, les romans, les jeux. Donc il y a 2 jeux, 2 BD, 2 romans à ma connaissance.
L'idée était de voir est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui pourrait être fait, genre un épisode Star Wars en direct intéressant sur cet univers, comme on avait fait à l'époque avec Shadow. Ouais, c'est Shadow of the Empire. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors évidemment, bon, j'ai eu un peu d'avion à faire ces derniers temps, j'ai eu un peu de trucs, donc je lis. Je ne me suis pas encore replongé dans les jeux. Ça va être la dernière fois que je me suis replongé sur un jeu pour Star Wars en direct, ça a été douloureux. Donc, je crains. Tu vas avoir un congé paternité, c'est parfait pour faire un jeu vidéo. Quoi. Bien sûr, oui. J'ai avoir que ça à faire. Exactement, voilà, c'est ça. C'était lequel dernier jeu Star Wars que tu avais fait là récemment? C'était le dernier. Si tu prends le. Quand je dis. C'est vrai que c'est le Shadow of the Empire qui avait été. J'avais dû mettre tous les hacks possibles pour essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est infinissable comme jeu. Enfin, c'est finissable, mais c'est d'une difficulté sans nom pour les critères d'aujourd'hui. Heureusement, les pouvoirs de la force sont sur des plateformes plus récentes. Donc, ce qui nous rajeunit pas, hein, ça fout des baffes. Mais non, les derniers jeux en date qu'on avait fait avec JF, c'était le Jedi Survivor, qui est très bon jeu, qui surtout qui a été patché, donc on peut le finir correctement maintenant. Ah, voilà. C'est bon ça va. Et sinon, rien à voir de Star Wars, mais si vous êtes en France, vous avez une collection Célio Albator. Avec deux t-shirts, un pull et un hoodie d'une qualité que je suis très étonné. C'est très bon pour le prix. Donc, foncez. Voilà. Pour les fans d'Albator. Ils font beaucoup de collections manga. J'ai vu qu'ils faisaient aussi Demon Slayer ces temps-ci. Là. Ouais, ils ont fait du Evangelion, ils ont fait du One Piece, ils ont fait à peu près tout. L'attaque des Titans. Célio, je comprends pas comment ils arrivent à choper les licences et à faire ces trucs-là. Mais écoutez, profitez-en en France. Foncez. Donc, voilà, parce que c'est une enseigne française, vous l'avez pas au Canada? Non. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas on n'a pas de Célio au Canada. D'accord, ok. C'est peut-être italien. Eh ben merci Jean, merci Julien. Jean, vas-y. Moi je vais justement profiter du fait qu'on ait un gamer parmi nous pour présenter un peu mes dernières acquisitions qui vont aller rejoindre la bibliothèque juste derrière. D'ailleurs, je me demandais, Tom, toi tu joues un petit peu ou comment? Alors je joue, mais effectivement quand je trouve le temps. Le problème, c'est que moi, je sais pas si vous voyez, mais la place, elle est prise pas mal par les BD. Donc là, encore, vous voyez qu'un tiers du c'est-à-dire que je ne peux pas pivoter, mais moi, je suis plutôt lecture, quoi, et les bouquins aussi, quoi. Donc, mais je joue moins, effectivement. J'ai plein de jeux, mais je les joue pas. Et là, je vais avoir la PS5 à Noël. Je l'ai pris exprès, tu sais, pour le fameux Outlaws. Ah, t'as pris la PS5 pour un jeu qui est seulement annoncé? Exactement, ouais. Ouais. Et qui était repoussé en plus là, qui a été, Moi j'ai vu des gens courageux, mais alors waouh. Non mais après il y avait Baldur's Gate 3 qui me faisait de l'œil aussi. C'est-à-dire que c'est le truc qui m'a décidé. Et après quand j'ai regardé le catalogue, je me suis dit ouais finalement je vais peut-être m'amuser en attendant quand même, tu vois. Je vais pas la regarder non plus quoi. T'as des bons jeux sur PS5, non mais. Donc vas-y Jean. Ouais, du coup là j'ai reçu les deux derniers. Tu parlais de Shadow de Force Unleashed justement. Donc j'ai reçu la version physique là par Limited Run Games de Shadow. Enfin, qu'est-ce que je dis? Pouvoir de la Force, ouais. Pouvoir de la Force, voilà, que j'ai pas encore fait. Donc il paraît que la version Switch, c'est la version Wii, c'est la version toute pourrie. Donc bon, on fera ça. On pourra en parler sur l'émission Gamer, si tu comptes faire une émission Gamer sur le sujet. Mais ils ont tout ressorti là, hein. Ils ont ressorti les trucs Xbox. Voilà, c'est le nom. Donc le KOTOR 2 là, que j'ai. Bon, alors ils sont sortis il y a quoi, un an et tout, mais avec les Limited Run, il faut attendre une bonne année avant de recevoir tes copies physiques. Donc il y a ça qui est arrivé. Et là en ce moment, on est en plein Harry Potter avec ma petite et on lui fait découvrir Harry Potter. Donc ça m'a fait acheter le jeu Lego Harry Potter, mais bon, ça on s'en fout. C'est très bon pour les petits ça. Ouais, les jeux Lego sont excellents. Tu peux pas mourir dans les jeux Lego. C'est ça. Non, mais c'est génial. On a déjà fait. On a fait Lego Star Wars. On a fait l'émission justement il y a une bonne année aussi. Ouais, carrément, on l'avait fait ensemble et tout, on en avait parlé pareil avec Julien et JF pendant l'émission là. Et pour les gamins, c'est nickel. Et puis moi, je trouve que c'est un très très bon jeu. Enfin, il y a énormément de bugs, mais ça allait quoi. Pour un jeu Lego, ça passe. Non, par contre, j'ai acheté celui-là là sur Wii U, le Force Awakens. Attends, mais t'as la Wii U toi? Une petite collection. C'est le seul gars sur Terre qui a encore la Wii U quoi. Ouais, c'est exactement ce que Julien m'avait dit, je crois. Ça devient collector, hein. Ça devient collector les jeux Wii U. Ouais. Ça va prendre de valeur.
C'est ça, les jeux Wii U commencent à monter. C'est certain là, que les Lego Star Wars prennent de la valeur, mais bah, tu sais que j'ai pris les 2 Lego Indiana Jones, vu que ça reste dans la ligne édito Lucas, machin. Donc, et ceux-là commençaient à prendre pour la PS3. Tu te dirais que c'est du 10-20 balles. Et ben, ceux-là, en canadien, c'était pas loin des 25 balles, tu vois. Donc, c'était en complet. Hein. Tu sais qu'au Canada, on a une Pokémonnaie, donc voilà, il plus cher. y a ça aussi. Et puis, j'ai pris celui-là aussi. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais, Il y a une thématique dans tes jeux. Hein. Voilà. Il y a un truc récurrent pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Ça commence par les, ça finit par go. Voilà, donc Lego Star Wars, bon là la complète saga et l'épisode 3 sur The Clone Wars, parce que je les avais pas et je me suis dit, ce serait l'occasion de les faire. Et le dernier, c'est ça, est-ce que tu connais ça, Ouais, je me rappelle, Julien? Il paraît qu'il est nul à chier aussi, mais bon. Ouais. Il était sorti à l'époque de la série, je me rappelle bien. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est le Clone Wars Republic Heroes. Par contre, le Lego Star Wars 3 était cool sur PS3, moi je me rappelle l'avoir fait. Et tu gérais des troupes en même temps. Tu faisais pas que latter. Je crois qu'il y avait un côté Battlefront dedans un peu. Ah cool. Bah t'as des scènes, t'as des séquences sur les. Bah tu l'as aussi sur la complète saga, il me semble, où t'as des séquences un peu stratégie. Et j'avais trouvé que c'était un bonus en plus quoi. Ouais. Mais les Lego globalement, c'est une valeur sûre. Hein. Je veux dire, c'est quand même une valeur sûre. Même là tu les as pas, mais les Lego d'ici avec les Batman ou les choses comme ça, là c'était. Attends, il y a celui-là. Des chouettes moments. Ouais. J'ai pas encore fait celui-là non plus, mais bon, là c'est hors sujet. Jean, ouvre le meuble, sors la biblio là, vas-y. Dany, on va changer la thématique, puis ça va être un room tour de chez Jean avec ces jeux. Non, tiens, pour revenir, il y a aussi la série Young Jedi Adventure là, qui a repris. J'allais le faire. Ah voilà, je te laisse. Voilà, je te laisse. Je voulais te demander justement si tu les avais vus. Non, mais on a juste recommencé l'épisode 14 qui est sorti, il y avait 13 épisodes de sortie qu'on avait vu cet été avec ma petite, elle a adoré. Et là, on a repris avec le 14 et voilà. Donc on en est là et puis j'ai hâte de faire les suivants parce que moi, la mienne adore. Et toi, du coup, je me demandais. Et ben moi, du coup, justement, c'était mon WhatsApp. Je pensais me taper la honte en le sortant, mais bon, du coup, t'as chié la honte. Donc maintenant, je t'ai montré du doigt et puis je peux y aller. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé, je l'ai fait en Lizzy, vous savez, les bouquins Old Republic, je l'ai fait en audiobook. Je suis pas aussi anglophone que vous les gars, donc j'attends d'avoir la version Lizzy pour les audiobooks. J'en fais beaucoup parce que ça me permet moi qui aime beaucoup lire, j'ai pas le temps de lire, et ben je peux lire en faisant du sport ou en allant marcher, tout ça, et donc ça c'est top. Et dès qu'ils sortent en Lizzy, je les attaque, et là j'ai fini récemment le dernier de la phase 1 de Claudia Gray, justement, ça tombe bien, ça fait un lien avec l'émission d'aujourd'hui, qui est vraiment génial, là où ils détruisent le flambeau stellaire. Et juste après, j'étais bien dans la Nouvelle République, là, enfin dans la Haute République, pardon. Et j'ai vu que Lizzy va sortir justement, commence la phase 2 dès maintenant. Donc là, j'attends de trouver le Lizzy, le prochain, là, mais qui va se passer, je crois, c'est 100 ans avant, enfin c'est avant la phase 1, la phase 2. Ça, et la phase 3 seulement va faire la suite de la phase 1. C'est tout à fait logique. Dans un univers Star Wars, tu commences par le milieu, tu fais le début, tu fais la fin après. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est étonné avec Star Wars ? Non, mais quelque part, ils sont cohérents, les mecs, dans leur incohérence. Donc tout va bien. Et ce qui était assez sympa, c'est que ma petite adore les Young Jedi. Je sais pas si vous vous rappelez, cet été, on était allé en Italie, j'ai tombé sur la figurine de Liz. Tu sais, c'est la personnage qui a la peau violette, la fille. Ouais, on lui avait acheté ça. Et donc du coup elle est à fond dedans, donc là à Noël elle va avoir Nubs sur la moto, le petit machin, et elle adore ça, elle les regarde en boucle tellement, alors que moi ça me saoule, c'est le seul truc Star Wars qui me saoule, mais je regarde un peu avec elle, et là effectivement ils sortent la saison, en fait en tout il y aura 25 épisodes, mais ils les sortent tous les 3 mois, je sais pas si t'as remarqué, par vague de 6 ou 7 épisodes, et là on a la vague de 14 à 19, et la dernière vague ce sera 20 à 25, ou 20 à 26, un truc comme ça. Et là, je lui mets le 14, et puis souvent je regarde le début et je me casse, quoi, parce que je sais que j'ai 20 minutes pour aller faire un truc. Tu grattes pas. Et ouais, des fois je vais au bout, mais là. Indigne. Exactement, ouais. Et vous verrez quand vous en aurez 12 comme moi. Vous optimiserez votre temps. Et en fait, dès le départ, arrive. Si tu l'as vu du coup le 14, et dedans il y a Belzé Tifar et Loden Grandstorm, le Twi'lek vert qui se fait poutrer dès le premier roman, mais qui est génial, qui se fait choper, qui se fait détruire par la suite, et qui en prend vraiment plein la tronche. Mais ce qui était un personnage qui, même si on l'a jamais vu, m'a énormément plu. Et Belzé Tifar, j'aime bien aussi. Et donc, de les voir les deux, justement, encore tout frais, et puis c'est des personnages qu'on a vus, de les voir en vrai, c'est cool. Et
Et je me dis que je vais m'y mettre. Donc je sais pas, Jean, toi, t'as aimé, t'as vu? Ouais, c'était un peu comme toi, moi, le fait que ça fasse partie de la Haute République, mais que ce soit pas du tout lié, les 13 premiers épisodes, t'avais aucun lien à part les vêtements et Yoda. Ouais, c'était un peu décevant. Mais là, oui, quand j'ai commencé, il y avait une annonce comme quoi Belle et Loden, donc je m'étais fait spoiler ça, mais c'est vrai que les revoir là, ça ancre un peu plus le truc dans la grosse trame de la Haute République. Moi, ça fait plaisir de les revoir. Ouais, moi, ça m'a fait un gros coup de cœur. Je me suis dit, je vais m'y mettre. Et ça m'a encore plus teasé The Acolyte. Que là, vraiment, j'attends avec impatience. Du coup, Young Jedi Adventure, t'as teasé The Acolyte, c'est quand même. Non, comment dire, ça m'a teasé The Acolyte dans le sens où l'idée de se dire que ces personnages, on va les voir en live, les voir animés, enfin rien qu'animés, je me suis dit c'est cool, mais les voir en vrai, c'est des personnages qu'on connaît, on va voir, parce que quand on découvre, soit c'est du personnage réchauffé, soit c'est des nouveaux personnages. Là, on les connaît bien, on connaît la caractérisation des personnages, mais on les a jamais vus en vrai, et je trouve que ça m'a bien envoyé, ça m'a bien envoyé de la hype. C'est vrai qu'on s'est fait spoiler le fait qu'une des personnages, je sais pas si tu as vu la news passer, sera dans The Acolyte, une des personnages des romans justement. Donc on est sûr qu'elle sera présente en live action, et c'est vrai que je suis très très excité de la voir en vrai, du coup, en film, en série du coup. Mais ouais, la série très très bien pour les petits pour la tienne quand elle aura l'âge de regarder la télé. Oui, on va la laisser arriver, puis on va voir ça, mais oui. Il y aura la saison, on sera à 15 saisons de Young Jedi. Non, mais elle est très très bien. Et voilà, la mienne, la petite, elle adore l'antagoniste là qui est masqué. Et du coup, on voit jamais sa gueule. Et elle espère à chaque épisode où on le voit. J'ai plus son nom, c'est l'espèce de chasseur de primes qui vient mettre des bâtons dans les roues des héros, quoi. Et à chaque fois, elle espère voir la gueule qu'il a, quoi. Et donc on espère qu'à la fin de la série, on pourrait un peu voir sa tête, quoi. C'est son highlight à la mienne, du coup. Et avec le petit cochon aussi, là, le gamoréen qui est tout le gamoréen, c'est ça. Évidemment, le bisounours, ça marche de ouf avec les gamins. Et voilà, son perso préféré, c'est la peau violette là, de la race de George Lucas. Mais en fait, c'est juste une histoire de... En fait, si tu as une fille, parce que moi je lui dis quoi, c'est elle ton préféré? En fait, si tu es une fille, forcément, je pense que comme tu t'identifies Alice, voilà, c'est son perso préféré. Et quand elle l'a choisi, je me suis dit, non, si, d'accord. Elle est stylée, j'aime bien. Tu sais, elle réfléchit, c'est un peu le stéréotype du gars qui fonce dans le tas et la nana qui... mais que moi j'aurais pris Nobs, quoi, tu vois, ça me paraissait évident, quoi, que... Mais voilà, elle aime moins les Ewoks, donc c'est peut-être ça qui fait. Mais du coup, le Père Noël va corriger cette erreur et voilà, on sera bon, on va faire des histoires. On va passer maintenant sur les dernières émissions. Et alors, quand je regarde, en fait, c'est toute la littérature et à chaque fois, t'es dedans, Jean, en fait. Donc, on a le Star Wars littérature, la Haute République, la Lame, c'est un one-shot. Donc, c'était Francis et Jean. C'est un one-shot, on est d'accord. C'est ça, c'est une mini-série, en 4 numéros, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a Star Wars littérature, encore la Haute République, avec les aventures phase 2, tome 1, avec au hasard Francis et Jean. Et on a eu le Star Wars littérature, les guerres de Lucas, qui était une BD qui retraçait un petit peu l'histoire de George. Et le roman Star Wars Inquisitor. Donc, les guerres de Lucas, c'était Sylvain, Sébastien et Boba Fred. Et puis, pour la littérature, c'est Francis, Julie, Anne et bien évidemment Jean. Et après, on va pas trop remonter le temps. Je crois qu'il va y avoir une émission collector là, qui est enregistrée par Seb Galano et Fred. Et puis, il y a nous quoi, qui allons faire les mangas. Voilà un petit peu pour les dernières news. Et puis maintenant, ce que je vais vous proposer, les gars, c'est de bien boucler vos ceintures et de passer en hyperespace. Attention, ça va secouer. Et puis, on se retrouve après pour la suite qui va être full spoiler. Attention, on va tout spoiler, on va tout vous divulgacher, comme on dit chez vous. Allez, c'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et on est reparti de fait pour le contenu de ces deux romans. Alors, ces deux romans, on a normalement quand on est mangas. Qu'est-ce que je dis, ces deux romans? Donc vous êtes là, j'en dis de la merde aujourd'hui. Normalement, quand on est dans un vrai manga, comme dirait Julien, dans un vrai manga, le vrai japonais, il fait tout quoi. Le gars, il fait le scénario, il fait les BD, il fait la chara design, il fait tout. Et ben là, on est passé en mode américain.
Donc, on a été chercher un scénario déjà fait. Donc, le scénario déjà fait, c'est Claudia Gray, hein, The One, hein, donc, qui nous a fait effectivement le fameux roman La Princesse Leia, mais qui est connu aussi pour son coup d'éclat sur une trilogie qu'on avait déjà analysée en manga, qui est Les Étoiles Perdues. Hein. Il y a 3 tomes sur Les Étoiles Perdues. C'était un roman également qui avait été adapté, puis qui avait eu quand même un franc succès, je pense, déjà en roman, puis aussi en manga. Et puis là, ils se sont dit, bah voilà, Claudia Gray, s'il y a quelqu'un à adapter, bah, c'est elle. Donc, ils sont repartis sur un autre roman qu'elle a fait. Elle avait fait le fameux roman qui se situait aussi juste avant Claudia Gray, qu'on a vu à QC il n'y a pas longtemps. Elle avait fait le roman aussi qui se passait préquel à l'épisode 7, hein, un peu politicard. Bloodline, Bloodline, qui avait globalement plu. Et puis, elle fait des super romans également dans la Haute République. Donc voilà, on se doute que le scénario va être bon. Donc là-dessus, voilà. Et puis, on a comme dessinateur, comme entre guillemets mangaka, Haruichi. Donc Haruichi, si j'ai bien compris, c'est un gars qui avait fait des mangas de baseball, c'est ça? Ou de volleyball? J'ai pas l'option volleyball. Est-ce que tu confonds pas avec l'autre Haruichi qui a fait un manga de volleyball? Il y a plusieurs Haruichi. Voilà, je pense que là... Haruichi, alors on est... Alors allez, parce que là, tu confonds avec quand même... Attends, je vais te retrouver le nom de l'autre Haruichi, parce que là, tu confonds quand même avec un gros nom. Parce que le Haruichi là, de ce soir, moi je connais que pour ses contributions pour Star Wars. Donc il a fait, en plus de ce Leia, il a fait une nouvelle, tu sais, tu te rappelles, on avait chroniqué le Luke, les légendes de Luke Skywalker, et il avait fait déjà voilà, celui-là que tu montres à l'écran, il avait fait une nouvelle qui s'appelait le High Droid, Moi Droid, je crois. Moi Droid, ok, je le vois. Et voilà, je sais pas si tu te rappelles de ce qu'on avait dit sur ça, et c'était très joli, quoi. L'histoire était pas ouf, mais il était très joli. Ouais. C'était très joli. Ça faisait partie des meilleurs du bouquin. Ouais, là, il avait fait le scénario, donc ils l'ont dit non, finalement, tu fais que le dessin. Ben, après, techniquement, je sais pas, mais c'est marqué basé sur l'œuvre de Claudia Gray, mais je pense que c'est lui ou elle, hein, parce que bon, Haruichi, j'ai demandé à ma femme pour savoir, il y a très très peu d'infos sur le gars, c'est très compliqué à savoir si c'est déjà un gars ou une meuf. Ouais, c'est un peu comme René, quoi, tu sais pas s'il y a un E à la fin. Voilà, parce que ça a consonance plutôt masculine, mais il n'y a aucune photo, il n'y a rien, j'arrive rien à trouver sur le mangaka, mais moi je pense qu'il ou elle s'est basé sur le roman, mais que c'est pas vraiment Claudia Gray qui a fait le découpage du scénario en manga, quoi. C'est lui qui a tout fait, dessin et adaptation du scénario, en fait, basé sur le roman de Claudia Gray. C'est mon idée, après je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc, on a un peu le Haruichi Wish, nous. Oui, donc pas confondre, comme Tom disait, avec Haruichi Furudate, qui a fait juste le tout petit manga AQ, ou AQ, qui est un manga de volleyball, qui est un... D'accord, c'est ça. Qui est un mastodonte, hein, du manga de volleyball, hein, enfin de manga tout court sur le volleyball. Mieux que Jeanne et Serge? Voilà, j'allais dire. Plus avec des clés plus 2023, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'entraîneur tabasse pas les filles. Et par contre, allez, on va complètement digresser, mais est-ce que vous avez vu, en parlant de manga de sport, le film de Slam Dunk? Et non, pas encore. Mais il faut que je regarde la série, j'ai pas encore vu la série. Alors moi, j'avais lu les mangas à l'époque de Takehiko Inoue, là, donc je sais pas comment on le prononce. J'avais adoré déjà le manga, mais alors là, le film, c'est... Il paraît que c'est génial, ouais. Ah ouais, franchement, je pense que c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais vu en film. En plus, le fait de le voir au ciné, ils ont une musique vraiment hyper rock à la japonaise, mais qui tabasse. Et puis, la manière dont ils l'ont construit, ils n'ont pas fait une synthèse du truc. En fait, ils ont pris le final du manga, mais ils l'ont tourné sous un autre point de vue d'un autre personnage. Et tu revois les mêmes scènes, mais c'est monté, mais c'est du génie. Enfin, l'animation est ouf aussi. Hein. L'animation, apparemment, elle a un niveau, mais... Tout est dingue dans ce truc. Moi, j'ai pris une claque. Vraiment, s'il y a un truc à voir en film, c'est ça. Alors après, je pense qu'il faut faut connaître l'histoire, faut connaître les persos, etc. Il faut être allé à la fin, parce que ça raconte la fin, ça part de la fin, avec des flashbacks, mais c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, allez-y, quoi. Enfin, si vous aimez les mangas, les gars, je crois que c'est le cas, donc allez-y, quoi. Donc voilà, c'était encore une petite digression. Et puis, est-ce que vous voulez nous dire d'autres choses sur ces fameux auteurs, avant qu'on attaque un petit peu le contenu de ces supports?
Bah, peut-être que juste savoir que donc Haruichi c'est un peu un faiseur pour Lucas, pour la famille, enfin pour Lucasfilm, etc. là, puisque c'est une personne qui a dessiné pas mal dans Star Wars, qui a pas mal dessiné aussi, qui a fait du Marvel, du Doctor Strange entre autres, en 2017. Donc c'est un peu pour ça, on le disait un peu, on le disait de manière trollesque, histoire de titiller les gens, mais quand je disais c'est un faux manga dans le sens où on part d'une œuvre américaine, on a pris un auteur dont ça fait des années qu'il travaille, auteur ou autrice, ça fait des années qu'il travaille sur de l'américain, et on essaye de faire en fait ce qu'on fait depuis des années avec Star Wars, c'est-à-dire on retranscrit de l'américain avec des dessins Star Wars, avec des dessins qui sont des dessins style manga, on va pas se le cacher. Mais ça reste quand tu lis l'histoire, ça reste l'histoire du roman sûrement, mais quand tu lis l'histoire, il manque une touche, il manque la touche japonaise, je trouve, dans l'histoire que t'as pas. C'est pour ça que je disais quand je disais c'était un faux manga, je troll un peu, ça reste un dessinateur ou une dessinatrice japonaise, et puis ça reste dans le style manga. Tu peux le trouver avec les hiragana, katakana si tu le veux. Enfin bref, il y a moyen de japoniser à fond, mais au niveau de l'histoire, ça reste américain. C'est terrible à dire. J'ai regardé le live action des Chevaliers du Zodiaque récemment dans l'avion. Ah, t'as osé avec un grand moment d'émotion. Donc là, tu prends une série japonaise, tu américanises ça, tu fais une série sur Netflix, tu vois que ça marche pas, tu te dis oh. Si je prenais la même idée pour en faire un film, et j'ai le même syndrome avec ce manga, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu me mets des dessins japonais que je ressens la fibre japonaise derrière. Alors, il y a une petite exception quand même qui moi, m'a sauté aux yeux récemment, c'est quand même le live One Piece. Oui, mais parce que derrière, tu avais Ichiro Oda, le mangaka, qui les a fait retourner un nombre incalculable 2 fois les scènes jusqu'à qu'il dise c'est bon, ça correspond à ce que je veux. Ouais, bon, moi je vais vous laisser. Pour parler de live One Piece, moi je trouve ça affreux quoi. Désolé. Quand on disait tout à l'heure, quelqu'un qui a du goût. Non. Mais je sais qu'il a beaucoup eu de succès, que c'est une des meilleures adaptations de manga pour certains, mais non. Ça passe pas du tout quoi. Écoute, on fera un hors-série, ultra hors-série, en parlant des trucs qui sont pas Star Wars, parce qu'on digresse tellement. En fait, c'était de là que venait mon expression, c'est un faux manga, dans le sens où il manque un truc. C'est ça. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je vois pas trop en fait, parce que t'aurais préféré avoir une œuvre originale, parce que là c'est une adaptation techniquement en fait. C'est adapté en manga. Parce que... Mais t'as pratiquement, t'as que ça en manga en fait. C'est-à-dire que si tu regardes que les adaptations quasiment. Les mangas qui sont sortis, à moins qu'il y en ait un qui soit passé sous ma loupe, mais celui-là, ça c'est une entre guillemets création originale, mais dans un univers et qui font partie de ceux que j'ai préférés à date, tu vois, ceux que j'ai préférés à date. Mais si tu regardes, tu t'as acheté Mandalorian, c'est l'histoire du Mandalorian. Alors, ce qui est très bien, parce que ça permet d'accéder à ces histoires à des personnes qui sont peut-être moins romans, etc. Tu vois, je suis pas en train de dire faut pas le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, au même titre qu'on avait les Star Wars Vision, surtout la saison 1, où c'était chouette de voir une autre culture qui s'appropriait les codes. Ils font aussi un manga, les Star Wars Vision, d'ailleurs. Ouais. Mais là, c'est pareil, ça serait une retranscription de certains épisodes, quoi. C'est vraiment du copier-coller. Mais Vas-y, Jean, parce que je parle beaucoup. Non, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Tu lances un peu le débat que je voulais lancer justement un peu plus tard. Allez. Mais quand tu transcris une œuvre visuelle dans une autre œuvre visuelle, moi je suis d'accord. Quand tu vois le Mandalorian, qui est une série à la base, retranscrit en manga, qui est en média littéraire, ou quand tu vois les films adaptés en comics, où là, je comprends que pourquoi vouloir retranscrire une œuvre visuelle en une autre œuvre visuelle. Là, c'est des romans. Les romans sont pas vraiment axés. Enfin, ils ont le public qui a accès à ces romans-là n'est pas aussi grand que le manga, par exemple, ou le comics, quoi. Là, je vois que les romans Throne, le premier a déjà été adapté en comics, en super comics en plus. Le deuxième, là, c'est comment il s'appelle, Alliance. Quand même, hein. Va l'être aussi. Mais voilà, mais si t'as pas le temps, c'est une question de temps aussi. Les romans, il faut poser, machin. Donc là,
je trouve que ceux qui n'ont pas lu le roman young adulte de Claudia Gray, ben, ils peuvent se poser, se prendre 3 tomes de manga, puis se faire l'histoire en 3 tomes, et c'est beaucoup plus rapide. Pour une autre audience, je trouve ça intéressant quand même. Là, en Quand l'occurrence, c'est je crois pas... qu'il n'y a que 2 tomes, hein, d'accord? C'est la Ouais. fin, hein, la fin du deuxième. Ouais, pardon. Et ouais. moi, c'est exactement le raisonnement que j'ai eu. En fait, je les ai achetés quasiment ensemble, ceux-là, pour l'émission, parce que j'avais compris qu'on faisait aussi Mandalorian, mais j'ai rien pané. Mais par contre, quand j'ai lu Leia, je les ai lus avec... j'étais content, parce que déjà, ça canonise un peu le fait que ce soit un roman et de Claudia Gray en plus, et que ce soit des éléments importants. Par contre, quand j'ai lu Luke Skywalker, je me suis dit, les histoires, on en a rien à foutre, j'ai perdu mon temps et j'ai perdu 10 balles. Ouais. Et là-dessus, je me suis dit pareil, j'ai même pas tout lu parce que je me suis dit en fait, je suis en train de relire exactement ce que j'ai vu dans le manga, donc dans la série, et donc de fait, plus-value pour moi, elle est proche de 0 également. Alors que là, je sais que je lis des trucs canons et de qualité en termes d'histoire. Alors que quand il crée une histoire, c'est pas bon. Quand il faut une adaptation pure d'un matériel déjà visuel, exactement. Aucun intérêt. Encore... autant revoir l'épisode. Voilà, exactement. C'est exactement le même. Et justement, le Mando, tu parlais du manga le Mando, et t'as pas encore vu le comics. Enfin, si, peut-être, tu l'as lu le comics du Mando, c'est encore pire parce que là, les dessins sont moches. Le manga, les dessins sont relativement fidèles et dynamiques. Tu vois, les phases d'action, les japonais sont très forts. L'intérêt est proche mais le comics, c'est affreux. Mais Sally, me faites pas dire, parce que je veux dire, je vous rejoins totalement dans le fait que ça permet d'amener d'autres personnes sur des histoires qui sont très chouettes. Hein. C'est pas parce que il me manque cette fibre que j'ai pas aimé les lire. On va en reparler. Hein, ça fait partie, je pense, ça fait partie des romans que j'ai pris le plus de plaisir à lire. Il y en a, des mangas que j'ai pris le plus de plaisir à lire dans le monde Star Wars. Il y a des mangas Star Wars où c'est vraiment, il n'y aurait pas eu Star Wars en direct, il serait passé par la fenêtre. Est-ce que tu n'aurais pas su que c'était une adaptation de roman? Est-ce que tu l'aurais deviné à la lecture? Ouais, ça se sent, ouais. Mais... Bah oui, c'est bon, le scénario est bon. Non, mais encore une fois, ce qui est, comme vous le dites, tu le sens que le manga vient chercher une autre population. Je ne sais pas trop le roman, vous faudra me le dire. Mais tu sais, le manga, il est quand même très tourné. Moi, je pense que jeunes adolescents, tu vois, tu sens que c'est ça la cible pour le manga sur pas mal d'aspects. Mais c'était un young adulte à la base, alors. Et je trouve ça très très chouette, tu vois, dans le sens où les gens qui n'aiment pas lire, les gens qui sont fans de manga, les gens qui ça permet d'amener les histoires à d'autres types de personnes. C'est moins effrayant un manga qu'un roman. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur des romans parce que c'est long à lire, etc. Donc c'est bien. Par contre, ça marche là-dessus. Mais là-dessus, par contre, même d'un point de vue marketing, je vois pas l'intérêt. Parce que qui ça va aller ramener? Le gars qui aime bien les mangas, qui veut découvrir Star Wars par les mangas, je vois que lui, quoi. Mais a priori, s'il aime bien les mangas, il va aller choisir une autre série qui est plus consistante, avec plus de fond, tu vois. Et je vois pas qui va acheter ça, quoi. Je vois pas qui est la cible. Tu parles de quoi? De Mandalorian ou de... Ouais, Mandalorian, ouais. Parce que tu montes Mandalorian, mais on parlait de Leia, mais ouais, ok. Le manga Mandalorian, je vois pas qui est la cible. Tu surfes sur la vibe Mandalorienne, mine de rien, la marque Mandalorian et la marque, alors bébé Yoda, gros goût, c'est des éléments qui font vendre. Et puis quand tu as... Noël arrive, quand tu as des gens qui vont se dire qu'est-ce que je peux acheter à mon enfant, il est fan de manga, il aime bien Star Wars plus ou moins, il y a gros goût dessus, il est tout mignon. C'est ce genre de personnes que ça va aller chercher. Par contre, est-ce que ça va satisfaire le gosse derrière? Est-ce que lui, il n'aurait pas préféré un Hunter x Hunter ou un truc comme ça, tu vois, dans le fond puis découvrir quelque chose de nouveau. Je charge aux parents de... Je sais pas. Tu me diras si dans le manga, peut-être aussi qu'il est édulcoré au niveau violence. On peut chercher un peu plus jeune. Ça va. Il n'est pas tout violent du tout. Ça va, tu vois. On voit ce que ça donne. Hein, génération de dépressifs. Non, je sais pas. J'essaye en fait de me faire l'avocat du diable puis de trouver des différents angles. Mais... je vous propose, les gars, maintenant qu'on a bien tassé le terrain, qu'on aille construire un petit peu. Alors, on a 2 bouquins. Jean, tu as fait un résumé du tome 1, je crois. Donc, je vais te proposer de faire un résumé. Comme toi, tu as bien préparé. Et puis moi, je vais arriver par-dessus à l'arrache pour faire le deuxième. Ok. Et on est parti. Allez, donc, résumé. Et votez dans les commentaires votre résumé préféré. Pas l'histoire, le résumé. Vous pouvez être plutôt Team Jean ou plutôt Team Tom? C'est perdu d'avance. Vu comment on connaît Tom avec son pouvoir d'improvisation magnifique. Là. Non. On a vu ça au début de l'émission. Quand je t'ai présenté, ça a tout posé, quoi. Allez, vas-y. Bon,
Alors, moi, c'est tout préparé, hein, de toute façon, je peux pas improviser comme tu fais là, c'est pour ça que c'est toi qui présente en partie, quoi. Donc, l'histoire elle se déroule en -3 avant Yavin, et on retrouve donc la Leia teenager à 16 ans. C'est juste avant donc la guerre civile intergalactique, juste avant la naissance de la République, tout ça, de la rébellion, pardon. Et c'est le jour de la demande pour Leia. Donc, sur Alderaan, elle n'hérite pas simplement du titre de princesse d'Alderaan, elle va devoir le mériter, et pour ce faire, elle va devoir passer 3 épreuves, l'esprit, le corps et le cœur, si je ne dis pas de bêtises. Pour le corps, par exemple, elle va devoir grimper une montagne. Pour l'esprit, elle va devoir assister son père dans ses tâches de sénateur, là. Et pour le cœur, elle va devoir faire de l'humanitaire, voilà, et venir en aide aux planètes un peu défavorisées. Donc la cérémonie se passe, tout bien, machin. Mais Leia, elle commence à sentir une certaine distance de ses parents vis-à-vis d'elle, tout ça, elle ne sait pas trop pourquoi, mystère. On commence donc par la première épreuve. Elle se rend sur Wobani pour aider la population locale. C'est là qu'elle va se rendre compte que la réalité du monde dans lequel elle vit, hein, enfin la galaxie dans laquelle elle vit, parce qu'elle était cantonnée à un certain luxe, on va dire, sur Alderaan. Là, elle va même aller jusqu'à inviter des gens dans le besoin à trouver refuge sur Alderaan, en les embauchant dans son crew, histoire de contourner un petit peu les règles de l'Empire. Ça va lui coûter déjà une engueulade avec sa mère, notamment parce que Bail Organa, son père, avait justement travaillé d'arrache-pied avec le Sénat pour résoudre ce problème de Wobani de manière plus ou moins légale, quoi. Mais Leia, elle ne savait pas ça, donc elle a écouté ses guts et puis elle a fait ce qu'elle pensait faire de bon. Elle a fait, sans le savoir, un peu tout capoter. Et aussi un autre détail important que j'avais oublié, sur le chemin du retour de Wobani, là, elle va rencontrer une station spatiale impériale, la station Calderos, complètement détruite par une certaine résurgence rebelle. Attention, on utilise un petit peu ça. Deuxième épreuve donc du corps, elle, avec un groupe de jeunes de son âge, en comprenant d'ailleurs Améline Holdo. Donc ça c'est la première rencontre entre Holdo et elle, et Leia. Elles vont se lier d'amitié à partir de ce moment-là, donc. Elles vont devoir escalader le pic Apenza, qui est un pic sur Alderaan, là, une montagne. Donc je passe sur les nombreuses péripéties de nos héros. En gros, une des potes de Leia va se faire blesser à la cheville. Leia et une partie du groupe, dont Holdo, dont le crush du moment de Leia aussi, un certain Kier Domani, vont rester pour aider la blessée. Le reste du groupe, dont un petit con, j'ai oublié son nom, mais un petit con arrogant, lui va vouloir terminer l'épreuve au plus vite pour gagner. Hein. Au final, le groupe de Leia serviront de leur jugeote pour arriver, malgré la blessure de la blessée, avant l'autre groupe du coup. Donc ça c'était pas mal. Et enfin, on finit pour le tome 1 avec la troisième épreuve, où Leia va se rendre sur Coruscant pour assister donc son père dans ses tâches de sénateur, pour aussi devenir à l'avenir une sénatrice, hein, c'est le plan. Elle va aussi donc participer à des cours de législature, avec les mêmes camarades d'ailleurs de la deuxième épreuve, là, Holdo et tous ses potes. Elle va se montrer excellente d'ailleurs en diplomatie. Et lors d'une séance d'études, comme ça, elle va tomber sur son ordinateur sur des infos concernant la station Calderos, la fameuse station qui a été détruite, que les rebelles avaient détruite. Elle va essayer de remonter un petit peu les infos, et elle va découvrir une mystérieuse planète, donc qui s'appelle Crate, qui pourrait être liée à l'attaque. Donc elle va se rendre sur place, pensant que l'Empire a des bails sur Crate un peu, quoi. Et là, sa grande surprise, c'est là qu'elle découvrira qu'une base rebelle est cachée sur la planète, et que son dirigeant n'est autre que son père, Bail Organa. Et ça finit le tome 1 sur ça. Voilà. Et on note quand même qu'il y a quand même pas mal de rêves qui sont placés. Ça rend ce roman d'autant plus canon. Tu as la planète Wobani qu'on trouvait dans Rogue One, que tu as évoqué tout à l'heure, et la fameuse crête qu'on trouve dans le 8. Donc là, je trouve qu'il y a un effort de coordonner tout ça et de donner de la valeur à ces planètes. Et donc là, on est donc sur Crète, et elle retrouve en fait son papa à la fin. Et donc, tiens, c'est encore mieux, toi, si tu montres encore mieux les images. Comme tu veux, mais en fait, je sais pas comment te mettre en plein écran. Ouais. En fait, elle retrouve son père donc sur Crète, et là, du coup, il va y avoir un petit problème, ça va un petit peu se friter, parce que il va lui dire ok, on a un peu déconné, ok, on fait des conneries avec les potes, on grille des impériaux, etc. Et en fait, elle va adorer ça. Elle va trouver ça bien, finalement, ça va la rassurer, parce qu'elle trouvait que son père n'était pas assez impliqué dans la rébellion. Elle va lui dire, ouais, c'est cool, et évidemment, je veux en être. Et donc, son père va lui dire, bon, là, maintenant, on est tous pères, on est d'accord, hein, on s'imagine avec notre fille qui va nous dire, écoute, papa, je veux faire des conneries comme toi et risquer ma vie. Là, tout d'un coup, nous, on aime bien faire les conneries, mais on a moins envie que notre fille, elle nous suive dans le délire. A priori, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, il lui dit, bon, d'accord, mais tu me laisses faire mes conneries, mais toi, tu restes un petit peu en delà. Et donc, c'est ça qui bug un peu.
elle retrouve à nouveau son crush, et puis Amélie Nondo dans des petites aventures. Et là, on sent qu'il y a un bon feeling entre eux. Je passe un peu, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus essentiel. La phase suivante, ils vont aller sur Naboo. Et donc là, c'est assez sympa, parce que dans Naboo, elle va aller, elle va refaire une mission humanitaire. Elle va aller distribuer du matériel et des vivres en fait aux mineurs de Naboo. Donc c'est encore intéressant parce qu'on retrouve une autre planète qu'on connaît bien, on ancre un peu tout ça. Il y a un lien effectivement avec la personne qui a remplacé sa mère, etc. Et quand elle va aller voir Oula, je manque de batterie, les gars. Hop. 17 minutes, non, je peux tenir encore. Je vais vite aller charger après. Quand elle va retrouver donc, les mineurs vont lui expliquer qu'en fait, les impériaux sont des vrais saloperies et que les masques, ils vont les prendre et puis tout le matériel, ils vont le revendre. Donc elle dit, attendez, moi, je vais vous régler ça à l'amiable en tant que diplomate, ce qui fait référence à une des compétences de Leia, la diplomatie. Elle va aller voir le mof du coin. Et là, encore une fois, très bien joué Claudia Gray. Le mof du coin est le capitaine Panaka, c'est le capitaine de Naboo à Moff, mais c'est un bon Moff, on va dire, un Moff bien. Donc elle parle avec lui et lui, il a envie d'agir, même s'il est impérial, on sent qu'il a encore, c'est encore un type bien et qu'il a envie d'agir. Il lui promet d'agir et quand il quitte le château, il y a un autre truc qui est très sympa, c'est qu'elle lui demande s'il connaît sa mère. Il a compris que c'était la fille de la princesse Amidala, et donc ça c'est aussi très bien vu, mais il n'ose pas lui dire le secret non plus. Donc il y a toute cette tension un petit peu qui est sympa, et c'est ce problème de fidélité que tu as vis-à-vis de ton ancien ami, mais que tu as envie aussi de dire à la fille de ton ami qui est sa mère, mais tu fermes ta gueule quand même. Donc c'est très intéressant. Tu dis, mais ça va donner des super trucs derrière. Et là, les mecs, bam, ils arrivent, ils explosent la tour, ils tuent le Moff, le seul gentil Moff qu'on avait pour une fois dans tout Star Wars. Il est pété, donc du coup, elle rentre, elle se dit que c'est son père, évidemment, qui a refait le con et qui a pas tapé le bon Moff. Donc ça va rentrer à la maison, re-engueulade. Et là, on évoque les divergences dans la rébellion avec Saw Gerrera et Rogue One, et donc ça c'est encore une fois très bien joué, je trouve. Et son père va lui dire, bon bah ok, du coup il faut qu'on se coordonne, parce qu'en fait potentiellement on aurait pu zigouiller avec nos conneries. Et donc ils vont la renvoyer sur une autre mission, cette fois-ci avec des grosses grenouilles qui ont besoin d'aide, et elle va utiliser ses talents de diplomate pour être pas dans l'agressivité, mais plutôt dans la responsabilisation de la grenouille. Et elle va aussi savoir descendre son ego dans la négociation. Je ne sais pas si vous avez remarqué un moment où il dit, de toute façon vous allez vous mettre des chaînes, et elle s'excuse, et lui dit qu'il veut qu'il y ait une réciprocité dans l'échange. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elle savait descendre son ego pour aller dans l'intérêt de l'autre, ce qui permet aussi à la grenouille de redescendre également son ego. Enfin, je ne sais pas si vous avez senti ce truc-là, moi ça m'a bien parlé dans la négociation et j'ai trouvé ça cool. Et on finit à la toute fin où elle retrouve son crush justement dans une espèce de réunion impériale où on sent que plane l'ombre des Moff et la toxicité de tout cet environnement politique. Je vous donne la parole pendant que moi je vais chercher mon chargeur pour recharger le portable. À tout de suite. Okay. Est-ce que tu veux donner ton avis du coup, Julien? C'est moi encore qui commence? Ok, d'accord. Comme tu veux. Ouais, non, bah écoute, moi, la particularité, c'est que j'ai pas lu le roman. Oui, c'est intéressant. Donc moi, j'ai découvert l'histoire à travers le manga. Puis on disait tout à l'heure, tu vois, des gens qui n'ont pas le temps de lire les romans, paf, pleine poire, puisque je suis coupable. Donc moi, j'avais pas lu le roman, donc j'ai découvert l'histoire à travers ces deux tomes. J'ai trouvé ça super intéressant. Comme je disais, ça fait partie des mangas que j'ai le plus apprécié à lire dans l'univers Star Wars, je parle. Et je trouve que l'équipe Claudia Gray, Haruichi, même si j'avais taunté juste avant, là, je trouve que les deux, c'est pas la première fois qu'on les voit, c'est pas la première fois, puis je trouve que le travail qu'ils font est quand même super chouette. Au niveau des dessins, ça fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé la planche que tu as montrée au moment où Panaka se rend compte. Ils nous font comprendre que Panaka se rend compte que Leia, c'est la fille de Padmé. Oui, parce que justement, elle a changé de vêtement. Pas cette planche, celle d'après. Voilà, celle-là. Je ne sais pas pourquoi cette planche, elle m'a vraiment accroché. Quand tu lis les mangas, des fois, tu restes un peu plus sur certaines choses. Oui. La manière dont moi, je lis les mangas, c'est je fais attention au dessin. Quand j'estime que le dessin est chouette, je fais attention. J'essaye de rendre hommage au temps passé à
sur le manga, donc je prends un peu plus de temps que je ne fais pas juste lire les lignes et passer. Et cette planche, je sais que j'y suis resté plus longtemps parce que je sais pas, elle me parlait, elle m'a bien accroché. Donc moi globalement, si on arrive à Noël et puis vous cherchez vous avez quelqu'un qui est fan de Star Wars et de manga, achetez pas Mandalorian a priori. Ah non. Mais celui-là est vraiment chouette. Moi j'ai passé un bon moment. J'ai pas eu besoin de me mettre des coups de pied aux fesses pour le lire, ce qui est un bon signe dans un manga Star Wars, parce qu'il y en a certains, il faut s'accrocher, il faut accrocher sa tuque. Puis globalement, j'ai bien aimé l'histoire. J'aurais aimé un peu plus avec Panaka, peut-être. Ouais. C'est certain qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit que c'est fait pour des jeunes adultes. C'est très naïf à certains endroits. Elle est jeune aussi. Oui, non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. La manière dont certaines choses sont amenées sont très naïfs, mais tu as une évolution de personnage qui est intéressante. Et il y a des conséquences à des actions, typiquement au tout début, là, sur la première planète. Attends, je l'avais noté parce que je ne retiens jamais le nom. C'est Webedia. Non, j'ai Webedia, mais c'est pas Webedia. Webedia, c'est autre chose. Wobani. Voilà. Ouais, Webedia, c'est une autre planète, ça. C'est la planète où Jyn Erso, tu sais, est retenue prisonnière. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que la solution de j'embarque 100 personnes que j'amène sur Alderaan, bon, on va pas trop parler de politique, mais ça fait un énorme lien avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Tu sais, c'est solution naïf de personnes un peu idéalistes de se dire on va dépasser tout le monde dans un endroit où tout va bien. Oui, ça règle pas le problème, ça dépasse le problème à un autre endroit, mais puis finalement, tu as le contre-coup de se dire, t'as vu, ouais, t'as sauvé 100 personnes, mais tu viens de nous mettre un couteau dans le dos pour sauver tout le reste. Là. J'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une certaine naïveté due au personnage, puis due à l'écriture pour le public que c'est fait, mais ils amènent quand même des pistes pour pas juste prendre les jeunes, le public pour des idiots. Puis ça, j'ai aimé. Bon, après, ça fait très Twilight, le crush. Non, mais ça fait très crush. Mais tu sais, voilà, il y a un moment... C'est un crush ado. Oui, voilà, évidemment, c'est ça, c'est un crush ado. Donc, c'est avec nos âges avancés, là... J'aime bien. Après, moi, je me sens toujours très jeune. On regarde ça avec un œil... Oui, non, mais attends... J'adore tout ce qui est romance et tout, et justement, j'aime bien la petite remarque de Brea qui va sortir à sa fille. Je te verrais bien avec un bad boy plus qu'avec un gars, parce que le gars, c'est un gars de la haute d'Alderaan, tu vois, quand même. Ouais. Et puis, t'as la petite pique de la mer, et quand tu sais ce qui va arriver à Leia, donc ça, c'était intéressant, je trouve. La petite pique rigolote, quoi. Donc globalement, moi, j'ai bien aimé. Et je voulais te demander, justement, vu que à la base, le roman et le manga aussi, du coup, qu'il adapte quasiment strictu sensu, quoi, il était lié à l'épisode 6 avec le fameux Journey to Star Wars The Last Jedi, l'épisode 8, pardon. Et je connais ton amour pour l'épisode 8, et du coup, est-ce que les liens à l'épisode 8 t'ont plus dérangé ou... Qu'est-ce que tu en as pensé? Holdo, Crate, tout ça. Non, mais comme disait Tom, je pense qu'il a les bons mots, c'est que ça ancre correctement, puis il n'a pas été cherché dans l'épisode 8, ce qui était... Il y a des trucs sympas, intéressants. Ouais, j'ai du mal avec les mots. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs chouettes dans l'épisode 8 qui ont été complètement bâclés. Et dommage, ce qui rend le truc un peu plus frustrant encore. Ils ont mis l'accent sur des trucs qui... Ils auraient dû mettre l'accent sur d'autres trucs, selon moi, puis ça reste que mon avis. Et puis s'il y a des gens qui ont aimé l'épisode 8, je suis très content pour eux. Il n'y a pas d'enjeu, j'ai pas d'enjeu là-dessus. Mais ça ancre la chose. Le fait de retourner sur la planète Crate, c'est rigolo. Le fait qu'il y ait un rayon tracteur qui chope une capsule dans l'espace et qui ramène sur Terre, bon, ça m'a fait tiquer. J'ai fait ouf, allez, on laisse passer. Mais ouais, celle-là, cette side-là, où tu as un tractor beam qui te récupère ça. Mais à part ça, non, écoute, ouais, moi, j'ai pas... J'ai pas une... Je sais qu'il y en a qui ont ça avec le Holiday Special, là, dès que tu dis ce mot-là, ils ont des sueurs froides et ils veulent plus en entendre parler, là, comme si tu avais l'impression de parler de la peste. Non, mais tu peux parler de l'épisode 8, il n'y a pas d'enjeu, puis j'ai pas eu de problème. C'est ironique, ouais, le fait que tu aimes bien. Le 8. C'était ironique, tu l'aimes pas? Ah oui, non, le 8 est mon avis à moi, ça reste mon avis. Je n'aime absolument pas l'épisode 8. Alors. Donc, puis j'ai beaucoup de mal à... En fait, la même question que Jean, par contre. T'as fini ou pas? Ouais, vas-y.
Parce que moi, à l'inverse, j'ai beaucoup aimé l'épisode 8 et Cred, j'ai adoré. Mais une des grosses critiques que j'avais sur Cred et Amélie Noldo, que je trouvais intéressante dans la relation, je te glisse 2-3 trucs que j'ai aimé. Cred, alors déjà magnifique, mais ce que je regrettais dans Cred, c'est que c'est une ancienne base de la résistance. Attendez les gars, ça sort d'où votre truc et on n'avait pas de background là-dessus. Et là, ça lui donne du background. Donc, moi, je dis un point du coup à Claudia Gray, c'est tout ça qu'on critique, de dire ouais, c'était une base et c'était pas n'importe laquelle. Et voilà, il y a eu, et on voit bien que pourquoi elle a été montée là-bas, etc. Donc, ça, super. Et après, il y avait Amélie Noldo, que j'avais bien aimé dans l'épisode 8. J'aimais bien le rapport qu'elle avait avec Poe Dameron, où en gros, la tête brûlée, le héros bad boy qui pense avoir raison, qui est bourré d'ego, elle te le recale par attends. Tu raisonnes court terme, on va raisonner long terme. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Leia, où elle a un côté bad boy, elle veut bien faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais on se rend compte que son raisonnement est toujours très court-termiste et que des fois, à vouloir raisonner court terme, tu déglingues un truc long terme. Et je trouve qu'il y a un gros parallèle entre l'épisode 8 et ce roman. C'est un peu les mêmes pseudo-morales qu'il y a derrière, et j'ai trouvé que c'était cool. Et en plus, cette Amélie Noldo, on ne savait pas d'où elle sort non plus, on ne l'avait jamais vue. Là, bing, et c'est logique en plus de l'amener dans un manga puisqu'elle a les cheveux roses. Et typiquement, dans les mangas, il y a toujours quelqu'un avec des cheveux roses. Donc, je trouve que ça verrouille plusieurs trucs assez bien amenés, quoi. C'est assez logique, quoi, et c'est un gros bonus. Ouais. Et je voulais vous demander d'ailleurs, parce qu'on a parlé de qui avait lu le roman. Moi, je ne l'ai pas lu. Est-ce que l'un d'entre vous deux l'a lu déjà, le roman, avant de voir ça? Parce que peut-être le regard peut être différent. Je pense que Jean a la réponse à ta question. Hein. Ouais, c'est un roman que j'ai lu dès que j'ai commencé le canon Star Wars. Il est sorti peu de temps après, quoi. Donc je l'ai lu direct et j'ai adoré, quoi. Justement, c'était une des critiques que je voulais faire sur ce manga-là. Oui, c'est une retranscription. Alors, je voulais le relire. Ça fait longtemps que je l'ai lu. J'avais 2-3 ans maintenant. Je voulais le relire pour l'émission, j'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. Enfin, l'écouter, généralement, c'est les audiobooks que je me fais. Et j'aime bien pouvoir comparer, pour voir si le manga enlève ou rajoute, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, rajoute des éléments d'intrigue ou quoi. Mais ouais, le roman de base, là, le fait qu'on n'ait pas le tome 3, donc techniquement, vous n'avez pas la fin de l'histoire, on ne sait pas si le tome 3 sortira un jour. Ah, mais il y a un tome 3 pour de vrai? On pourra en parler sur la fin. On a 2-3 infos, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, donc il n'y a pas la fin. Ça finit sur le tome 2, sur un cliffhanger. Si tu veux connaître la fin, il faut que tu lises le Claudia Gray. C'est un young adulte. Il est très facile à lire. L'écriture est superbe. Claudia Gray, c'est une des meilleures écrivaines du canon Star Wars. Pour moi, c'est la meilleure maintenant. Ouais, voilà. Donc, elle avait fait Lost Star au tout début, elle avait fait Bloodline juste après, elle a fait Leia. C'est le trio qu'on retient d'elle. Elle a fait, oui, le maître et apprenti là, avec Obi-Wan Qui-Gon qui est sympa, mais je trouve que même ceux de la Haute République, ils sont très bien. Mais je trouve qu'elle va jamais jusqu'à frôler la perfection qu'elle avait fait. Moi, Lost Star, c'est un de mes romans préférés, Star Wars ever. Mais j'aime beaucoup les romans, tu vois, malgré mon grand âge, hein, Julien. J'adore la romance. Donc voilà, c'était Roméo et Juliette dans Star Wars, c'était parfait. Et là, pareil, je trouve qu'elle a une écriture ultra fluide et tout. Et du coup, le mangaka, Haruichi, là, il retranscrit énormément. Mais plus que ça. Pardon, vas-y. Non, je t'ai coupé, mais est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, parce qu'on va enlever le dernier tiers, manifestement, qui manque volontairement. Est-ce que dans les 2 premiers tiers que tu as lus, est-ce qu'il y a eu des éléments essentiels que tu n'aurais pas retrouvé dans le manga, par exemple? Alors, c'est des souvenirs que j'ai depuis très longtemps, mais je me rappelle que les intrigues sont plus rushées dans le manga. Elles sont évidemment plus... c'est ce qui est logique, quoi. Dans un bouquin, tu peux développer plus les pensées des personnages, tout ça. Ouais. Là, c'est plus rapide. L'enchaînement des épreuves, par exemple. Mais déjà, et en inédit, alors je crois que l'intro, le prologue qu'on a en couleur d'ailleurs, est-ce que tu l'as en couleur le prologue dans l'édition française Nomidobi aussi? Ouais, il y a la couleur au départ. Ouais. Donc voilà, tu as toute une espèce de prologue avec tous les personnages d'Avador. Tu as grosse pensée à Marie-Claude, fan de Padmé, tu as la superbe planche là sur le mariage Anakin-Padmé. Donc tout ça c'est pas dans le roman. C'est en plus, mais c'est histoire d'eux. Ils aiment bien faire ça, commencer des mangas avec quelques pages en couleur au début, puis on enchaîne sur le roman. Mais j'ai pour souvenir que le roman était plus développé évidemment, mais Haruichi reprend les moments clés du roman et les sublime à un point, mais justement l'apport de l'art visuel, ça fait toute la différence. C'est pour ça que tu verras, ma note sera supérieure au roman, comme Lost Stars, le manga était supérieur au roman.
mais parce que tu peux voir vraiment, et je trouve que le dessin est sublimissime, quoi. Enfin, que ça soit déjà tous les acteurs que tu connais, que ça soit Leia, bon, Bray, on la connaît pas trop dans les C'était films, la question que j'allais vous poser après, ouais. C'était, ouais. est-ce que vous trouvez que les personnages sont ressemblants? Je vous laisse, je laisse Bah, peut-être partir Julien, du coup, là-dessus, et puis après, tu renchéris, Jean. ok. Comme ça, Est-ce que les personnages sont ressemblants? J'ai pas eu de est-ce que tu... difficulté. J'ai pas eu de Ouais, difficulté vas-y. à les reconnaître. Il y a peut-être un ou deux personnages où je trouve qu'il y a un parti pris que j'ai moins aimé. Et encore une fois, c'est un parti pris et c'est mon avis que j'ai moins aimé. Moi, je trouve que Leia a parfois j'appelle ça des mimiques, des expressions faciales qui sont toutes mignonnes. Ça m'a fait. Oui, t'as le Il y a, côté chibi. il y a le côté chibi, un peu, le Ouais. côté un peu exagération au niveau du facial et juste quelques fois, tu vois, c'est pas que ça que j'ai trouvé très chouette. Puis finalement, j'ai bien aimé le dessin. Il y a deux, trois trucs que j'ai un peu moins aimé. Je ne trouve pas sublime. J'ai peut-être pas le superlatif qu'aurait Jean, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont importantes pour moi, ou les goûts et les couleurs. Mais ça reste très bien dessiné là-dessus. Il n'y a aucun enjeu. Moi, j'ai aucun problème avec les personnages. Si on prend Panaka quand il apparaît, t'as presque pas besoin qu'il se présente pour dire, tu le vois apparaître, puis si tu lis pas encore la bulle, tu fais attends, il y a un truc là, ça me titille. Puis bon, bah, la bulle, comme il se présente, est quasiment à côté de sa tête, donc c'est difficile c'est ça peut-être que je reproche un poil. J'aurais aimé la bulle un tout petit peu plus loin, juste pour pour que le lecteur ait le plaisir de se dire. Il me rappelle quelqu'un, j'arrive plus à le resituer, mais là on a la bulle juste à côté de la tête, donc c'est compliqué de pas lire la bulle en même temps de la tête, mais sinon non, c'est chouette. Moi c'est surtout celui-là qui m'a interpellé. Quand j'ai pris le tome 2 avant de le lire, souvent je devrais pas faire, mais je feuillette un coup, tu vois, à la volée, et je dis oh putain, on dirait on dirait le Captain Panaka. Je dis ah ouais non, c'est un mof. Et après en relisant, je dis ah putain. Et donc ça voulait dire que le gars est trop bien fait. Par contre, Tarkin, inreconnaissable. Oh, tu trouves? Justement, je pensais que. Pas du tout les traits. Vas-y, Jean, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un peu des différents persos? Juste un petit point sur la reine de Naboo, là. C'est Dalney? Ouais, c'est ça, la reine Dalney, que je trouve vraiment chouette, niveau dessin. Je trouve que le duo était vraiment chouette. Ce dessin-là est vraiment chouette. Mais justement, là, le manga est entrecoupé, donc tu as les deux couvertures que je trouve sublimes, mais tu as aussi chaque début de chapitre qui est donc introduit par une espèce d'artwork comme ça, qui est magnifique. Là. Enfin, là, on en voit quelques-uns, là, c'est superbe. Non, mais moi, justement, il y a quoi, 4-5 personnages qu'on connaît. Tu as quoi, ces 3 PO vite fait, tu as Leia. T'as Tarkin, c'est marrant, j'essaie de la retrouver, Tarkin, mais moi j'ai trouvé Tarkin très. Ça ressemblait pas du tout, moi. C'est vrai. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Puis il a bien retranscrit la froideur du personnage, tu vois. La première rencontre entre Leia et Tarkin là, pendant le bal, là, c'est extrêmement froid et ça foreshadow ce qui se passera plus tard sur l'étoile de la mort et tout. Donc c'est super cool. Et non, Panaka très bien. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est le personnage qui est quasiment là le plus souvent. C'est Bail, quoi. Bail Organa. Pour moi, c'était l'acteur. Complet quoi, enfin il était super bien fait, super bien détaillé quand il s'énerve, quand il est triste, tout ça, pas de souci. Et les petits, là je rebondis sur ce que tu disais, les petits passages un petit peu chibi, super déformés là, justement c'est ce qui apporte la touche manga et c'est pour ça que je comprenais pas le fait que ça soit pas tellement en full Japanese manga. Il a quand même réussi à mettre des petites touches comme ça, tu sais, quand elle se dispute avec sa droïde ou quand Hondo, souvent elle est très. Hondo c'est là Luna de Lovegood, c'est ça que ça s'appelle dans Harry Potter. C'est un peu complètement starbé qui s'habille trop bizarrement, qui fait tout le temps ses têtes un petit peu bizarres, et tout le temps là en train de faire ses têtes chibi, et je trouve que ça colle bien. Moi, ça permet d'apporter une petite touche d'humour et tout. Donc non, les dessins, moi je les trouve super. Et j'essaie de te retrouver Tarkin là. Donc toi, t'en as pensé quoi de Tarkin moyen donc? Ouais, moi j'ai pas du tout aimé. Par contre, pendant que tu cherches, je vais aller dans le sens de Julien sur un truc, c'est la princesse Leia, et effectivement, ils l'ont fait en mode vraiment. Pour le coup, un graphisme manga, des expressions manga, mais par contre, on reconnaît ces expressions. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais tout en étant un personnage manga, on la reconnaît malgré tout. Il y a un truc, quoi. C'est comme, vous savez, il y a des gens qui font... J'avais vu ça une fois, tu sais, sur Internet, où on te fait ta tronche en personnage manga, et
t'avais des mecs voilà, qui n'avaient pas du tout les mêmes traits, mais tu les reconnaissais. Et je sais pas, c'est peut-être les expressions, il y a un truc qui passe et il y a un truc que tu reconnais. Et j'ai beaucoup. Tiens, voilà, Tarkin, là, par exemple, là, je le reconnais pas. Ok. Ouais, effectivement, sur ce dessin-là, ouais, ok, je comprends. Je trouve qu'il a le visage trop franc, pas assez creusé, pas, tu vois. Il a un peu une tête de fouine en vrai, quoi. Là, je trouve que. Et Amélie Holdo, ouais, alors elle est jeune, Holdo. on la reconnaît moins. Holdo, ouais, oui, c'est Holdo, oui, non, tu m'aurais pas dit que c'était Holdo, j'aurais pas reconnu. Ouais, Holdo, puis pas... en plus, puis le personnage est tellement à l'opposé, enfin, le personnage petit est tellement à l'opposé de ce que tu vois dans l'épisode 8 que tu fais, ok, ouais, c'est. Il n'est pas caractérisé de la même manière, mais il a le droit d'évoluer entre temps. Ah, et c'est pas un reproche, c'est juste si tu mets le personnage, pas possible de faire le lien, mais encore une fois, c'est l'évolution des gens. Ouais, c'est ça. Et par contre, là on parlait des persos, mais niveau décor, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des pages entières là comme ça, là qui sont là, on voit Coruscant, c'est juste magnifique quoi, le niveau de détail, c'est ouf quoi. Enfin on y est quoi, c'est impressionnant. Et un truc qui était cool aussi, je sais pas, au niveau des vaisseaux, tu vas voir le Tantive 4. C'est un vaisseau qui est mythique, mais qu'on n'a jamais vu en action dans les films. Là pour le coup, on le voit s'activer et tout, et ça c'était. Techniquement, tu le vois dans Rogue One. Ouais. Techniquement, tu le vois aussi dans Star Wars Rebelle, à certains moments. Alors, c'est pas vraiment le Tantive, mais tu vois le Tantive aussi à un moment. Le Tantive 3 aussi, ouais. Et on voit d'ailleurs le fameux, le Anti-S qui n'est pas le Wedge Anti-S, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Wedge, qui s'appelle juste Anti-S, qui est le pilote qui se fait tuer dans l'épisode 4, quoi, qui est le pilote du Tantive 4, en fait. Comment il s'appelle, Rudolph? Non, je sais plus, il a un nom comme ça. Rudolph Anti-S ou quelque chose comme ça. Ça, il y en a plein des petits caméos. Il y en a un dans l'épisode 3 aussi. Celui-là. Mais c'est le même, c'est le pilote de l'épisode 3. Aussi. Oui, c'est ça, voilà. C'est lui. Donc, qu'on voit un peu souvent, qui est un petit personnage secondaire. Anti-S, c'est un peu les Martins dans. C'est exactement ça. Ouais, j'allais faire la blague avec les Dupont, tu vois. Les Dupont, ça marche aussi. Ouais. Non, et puis voilà, le petit crush de Leia aussi, voilà, qui. Mais je trouve son visage moins réussi sur celui-là, sur ce dessin-là. Ouais, voilà, c'est encore une fois un début de chapitre, ils sont vraiment très très belles ces pages-là. Donc, ouais. Non, niveau art, y a rien. Enfin, pour moi, c'est quasiment parfait, quoi. Et sur l'histoire, moi, pour revenir un peu sur l'histoire, j'aime beaucoup le fait que, comme le roman, en fait, que ça se focus beaucoup sur la famille Organa, en fait. Brea, c'est une personnage qu'on voit quasiment pas dans les films, même dans la littérature. Et d'ailleurs, la sortie du roman, c'est une des seules histoires canon, Legends, où tu voyais Brea un petit peu faire ce qu'elle fait, quoi. Et là, parce que c'est sorti avant la série Obi-Wan Kenobi. Ah oui, bien avant. Il développait le personnage de Brea. Oui, c'est vrai que Brea, depuis, elle est apparue là. Et d'ailleurs, il y avait une page justement en début de chapitre du tome 1 où tu vois la petite Leia à l'âge de la série, ou peut-être un peu plus jeune encore, qui court dans les couloirs à poil. Voilà, c'est celle-là, la page, là, si vous avez la vidéo. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Bloodline. Il y a un passage où Leia va parler de Kylo, pas Kylo, Ben Solo, du coup. C'est encore Ben Solo, qui a fait la même chose aussi, qui s'échappait de ses gardiens et qui va courir tout nu dans les couloirs de Coruscant. Là, tu as un petit peu la même image, donc je trouve ça rigolo. Donc, elle a repris un petit peu, vu que Bloodline était écrit avant, donc voilà, elle a repris ça, c'était rigolo. Donc, le personnage de Brea, le personnage de Bail aussi. Bail, il est énormément présent. Sa relation avec Leia, moi, la page où le début de tome 2 que tu disais, là, où elle va se rendre compte que ses parents sont impliqués dans la rébellion et qu'elle va les confronter, elle va s'engueuler avec, mais qu'à la fin, ils vont tous tomber en larmes, les trois. Là, tu vois, j'ai encore des chills quand j'y pense, tu vois, j'avais limite les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. Je dis, putain, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Il arrive vraiment. Niveau émotionnel, c'est assez puissant, quand même. Donc, et ce qui est marrant, par contre, c'est que ça s'imbrique vachement bien. Moi, en lisant ce roman, j'ai beaucoup pensé à la série Obi-Wan Kenobi, justement. Et je me disais, mais c'est vraiment c'est cohérent, quoi. Enfin, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'incohérence. C'est propre, quoi, en fait, quoi. Donc. Obi-Wan il est mentionné 2-3 fois. C'était des histoires que son père lui racontait, les aventures d'Obi-Wan, mais oui, ça pourrait très bien être ses souvenirs quand elle était plus jeune, quand Obi-Wan l'a sauvé. Et pourtant, je pense pas que quand ils aient écrit la série Obi-Wan, ils se soient emmerdés à lire le roman. Souvent, c'est ça. C'est le niveau série, et il y a une espèce de hiérarchie des normes, tu sais, quand tu construis tes supports. Et je pense que le gars qui fait, d'ailleurs, il le disait, Filoni, quand il écrit un truc, à la rigueur, il va regarder ce que les autres ont fait pour piquer des trucs, mais certainement pas pour essayer de se mettre en dessous, quoi. Tu vois.
Et là, peut-être que la caractérisation des personnages, surtout Belle, était suffisante en fait dans les films et dans ce qui a été un petit peu amené déjà dans les séries pour que tout le monde ait bien compris le personnage et qu'en fait on fasse pas de fausses routes, quoi, tu vois, quand on l'écrit, quoi, parce qu'il est atypique, hein. Moi c'est dans la prélogie, c'est un de mes personnages préférés, sinon mon personnage préféré, quoi, même si c'est pas un Jedi, quoi. J'aime beaucoup la caractérisation de ce personnage et dès que je l'ai dedans, je suis toujours très content de l'avoir. Puis l'acteur est très cool aussi, hein, faut dire. Ouais, l'acteur est excellent, carrément. Je sais pas si vous avez vu les Sons of Anarchy. Non. Il est dedans, très bon dedans. Ouais. Il est dedans. Ouais, en mode biker. Non, justement. Il a un rôle un peu alternatif, quoi. Mais ça change. Ouais, mais il a un peu cette même aura, je trouve. Moi, j'aime bien son aura, quoi, lui, quoi. Donc là, on la retrouve tout le temps, quoi. Donc là, c'est bien joué. Julien, tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Non, vous avez tout dit pour moi. Moi, de mon côté, c'est bon, Jean. Oui, non, j'avais quelques easter eggs, mais l'explosion du... vas-y. Ouais, l'explosion et la mort, donc là, on witness pour la première fois dans le canon, hein, la mort. Alors déjà, le fait que Panaka soit Moff, ça on l'a dit, mais le fait qu'il crève directement, et moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce que, en fait, donc tu disais, il se rend compte qu'il y aurait un lien entre, parce qu'il pose des questions sur les enfants, sur les parents biologiques de Leia, et il se rend compte que c'est elle, en fait, parce que lui, il est au courant que comment ça s'appelle, Padmé... Enfin, est-ce qu'il est au courant ou pas? Du coup, je vous pose la question. Il savait que Padmé était enceinte et que... Vu qu'il faisait partie de la garde rapprochée de Naboo, il était au courant que... je sais pas ça, parce que c'était quand même vraiment secret. De mémoire, c'est pas explicite, mais on peut le supposer quand même. Ouais, ça va être une supposition, ouais. En tout cas, lui, il suppose. On va pas se cacher que c'est quand même un petit peu compliqué de cacher que tu es enceinte quand tu fais pas un déni de grossesse. Donc... C'est ça. Surtout le jumeau. Toi-même, tu sais maintenant. Surtout le jumeau. Ouais. C'est ça. Et justement, tu vois, il est pas con, Panaka, du coup, il devine qui c'est vraiment, et il veut en parler, il t'as ses pensées dans le manga, et il veut en parler à l'empereur, en fait. Et c'est là que l'explosion de son palais, enfin son chalet, qui dit, explose, et d'ailleurs, c'est un des membres de Saw Gerrera, c'est Two Tubes, là, le gars avec l'espèce de tube là, qui fait exploser le palais, enfin, c'est supposé qu'il fait exploser le palais, vu qu'il est là, il est dans les environs. Oui, parce qu'on l'a rencontré juste avant. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'il attend qu'elle sorte quand même pour faire péter le truc. Peut-être. Mais en tout cas, il sauve volontairement ou pas, du coup. Non, peut-être pas, parce que lui, il n'est pas au courant. Mais le fait que Panaka aurait pu très bien en parler à l'empereur et dévoyer la vraie identité de Leia, et tout aurait foiré, quoi. La construction de la rébellion aurait foiré. Donc c'était extrêmement puissant aussi comme moment, je trouve. En Easter eggs, un truc que j'ai adoré, je sais pas si c'est présent dans le roman. Attends, je vais le mettre bien. Est-ce que vous reconnaissez ces petits trucs là? Tu nous montres quoi là? C'est un espèce de vaisseau, tu sais, où tu mets les prisonniers, où tu les... Oui, c'est ce que tu vois dans Mandalorian à la fin, non? Peut-être. Mais a priori, quand elle l'a écrit, enfin quand ça a été, je sais pas quand est-ce que ça a été dessiné, mais en fait, ces vaisseaux-là, ils sont tirés à la base de jouets Star Wars dans les années de la trilogie originale. Et en fait, ils n'existaient pas dans les films, mais ils avaient inventé ce jouet-là. Mais c'était uniquement le jouet, en fait. C'était un espèce de bonus pour vas-y, petit américain, achète-moi des jouets. Et en fait, eux, ils ont été recanonisés dans les séries, mais déjà là, je ne sais pas si c'est Claudia Gray qui a pensé ou si c'est l'auteur, mais avoir inséré ce truc juste sur une petite case. Et j'ai trouvé que ça, c'était un petit détail. Vraiment, les mecs, ils ont été dans le détail, parce que pour moi, le Mandalorian n'existait pas encore à l'époque, donc ça n'avait pas été recanonisé, ces rangements de prisonniers. Mandalorian existait au moment où ça a été dessiné. Peut-être. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est... Mais ça reste que s'il a été chercher un détail du Mandalorian, qui lui-même avait été chercher un détail d'un jouet, qui eux-mêmes avaient été chercher un détail d'un... Et je trouve que... Enfin, on les retrouvait aussi, je crois, dans Star Wars Rebelle. La première fois qu'ils ont été réutilisés, c'était dans Star Wars Rebelle. Oui. Et donc, du coup, qui était chercher le premier à la ref, mais je trouve que là, il y a un vrai travail de cohérence entre les supports et les artistes, parce que les uns les autres disent, allez, on va faire plaisir aux fans, on va faire en sorte que l'univers soit réel. Et donc, un truc pratique, on le reprend. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un petit détail, mais vous savez, des fois, les petits détails, ça fait la différence. Et j'ai un autre truc, là, qui est cool aussi, que j'ai bien aimé. C'est la métaphore, tu sais, de la prison. En fait, la cage dorée. La cage dorée, ouais. Bah ouais, mais pour la reine de Naboo, ouais.
Exactement. Ouais. Et quand elle dit, bah voilà, oui, je suis la reine, mais en même temps, franchement, je peux rien branler, quoi. Et ben, j'ai trouvé que c'était génial. Et ça, c'est des images que, en fait, dans un roman, on dit des fois, dans le roman, on peut raconter plus de choses, mais là, voilà, c'est imagé, ça dit tellement de choses à la fois sans rien Ouais. dire. Et je trouve que c'est magique. Et c'est vraiment le côté. Voilà, tu sens que l'artiste, il fait des efforts. Il y a des trucs qui passent dans ce bouquin. Donc voilà, ça donne envie de donner des points à ce truc-là. Et c'est marrant, tu parlais de ça justement du côté imagé du dessin. Je rebondis encore ce que tu me dis, tu m'y fais penser. Il y a 2-3 passages comme ça, comme la cage qui est affichée en ce moment. Là, j'essaie de trouver une autre image où, quand elle essaie de sauver les personnes de Wobani, elle sent qu'elle est impuissante au début. Et du coup, Ouais. tu as cette case où elle doit y être. Elle doit y être peut-être celle-là. Voilà, c'est celle-là. Où donc elle est au-dessus de la population de Wobani qui est upside down, quoi. Et c'est tout bête, hein. Ouais. Mais encore une fois, la puissance des images, je trouve ça magnifique, quoi, d'avoir Ouais, pensé à c'est ça, vrai. quoi. Ouais. Donc il y a 2-3 passages comme ça de bravoure Oui, du comme s'ils dessinateur. étaient dans un monde à l'envers, Mm. en mode un peu Stranger Things, tiens. Ouais, voilà, complètement. Ouais. Et là, pareil, Ouais. t'as une espèce de la population de Wobani qui est affamée, quoi. Donc Oui, t'as une tout à espèce fait, ouais. de vision horrifique de la population là qui est pas Ouais. mal faite. Ça, c'est Ouais, des bons coups, ouais. Je suis d'accord. ouais. Donc très bon. Donc on met une note à tout ça? Eh ben, on va mettre une note, les gars. Donc, un petit commentaire général avec une note sur 20. Allez, qui commence? Vas-y. Jean. On va commencer par Jean, comme ça c'est pas toujours moi qui Ah, ok. commence. Jean, il met 20 Ok. et après, nous, on descend, quoi. Bah, Voilà, c'est pas ça, loin, c'est- pas loin. Bah, tu sais, on avait mis 20 sur 20 pour le manga Lost Stars avec Loïc, hein. Là, je vais lui mettre un bon 19. Alors, pour info, j'avais mis un 18 au roman, donc excellent le roman. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le dessin sublime encore plus le roman. Ça, plus voilà, l'écriture retranscrite de Claudia Agré, gros fan de Claudia Agré. Les dessins, les personnages, Brea, l'épisode 8, Crate, tout ça, moi j'ai adoré, quoi. Et, on a même oublié le personnage de la pilote là, qui s'appelle Res Batten, qui a un petit rôle et tout, tu vois, mais une petite pilote badass là, qui accompagne Leia un peu partout, là j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, un bon 19 sur 20, quoi. Donc achetez ça pour Noël, achetez ça pour les anniversaires, achetez ça. Vous êtes fan de manga, de Star Wars, faut y aller. Ça et Lost Stars, hein. C'est vraiment les mangas. Et allez, le Edge of Balance, là, le Ouais, manga le de l'autre voilà. République. Voilà, ouais, ces trois-là, c'est sûr. Le problème, voilà, ça va être le tome 3. Alors, le tome 3, si tu veux me laisser un petit peu de 2 minutes pour en parler, le mangaka est tombé malade, mais plus d'une fois, en fait, pendant la publication en chapitre au Japon, de la sortie en chapitre, en fait. Il y a eu un hiatus de 1 an et demi entre 2019 et 2021. Et là, depuis octobre 2021, en fait, j'ai récupéré son tweet. Il a tweeté en octobre 2021 qu'il allait avoir un nouveau hiatus, mais c'est depuis, il y a 0 nouvelle. Donc, ceux qui lisent le japonais, vous pouvez lire ce qu'il annonce, quoi. Exarchen, parmi nos fidèles auditeurs qui lisent le japonais, tu pourras déchiffrer ça. En tout cas, il nous dit en gros que il est pas bien, sa condition physique ne permet pas de continuer le manga et il est obligé de le laisser tomber pour le moment, temporairement. Le truc, c'est qu'on a 0 news sur une éventuelle sortie d'un tome 3. Sauf donc récemment la Fnac, sur certains sites marchands comme la Fnac, peut-être Amazon, je sais plus, FR, apparemment il y aurait une fenêtre de sortie en mai 2024, mais sur le site de Nomidomi, il n'y a aucune news. Sur toutes les recherches que j'ai pu faire, il y a 0 news. Donc pour l'instant, il n'y a même pas de visuel quoi, de la couverture du tome 3. Donc on verra. En mai, peut-être on aura la surprise d'avoir le tome 3 en mai. Parce Mais qu'à la à fin mon du avis, tome 2, moi, il y a marqué fin. Hein, tu vois, Ah, parce que là, en anglais, c'est marqué to be continued. Alors peut-être que Nomidomi. Ah alors, ouais. nous, il y a marqué fin. Attends, est-ce que Donc, vous arrivez Ah ouais, d'accord. Ok. Est-ce que dans le tome 1, tu as marqué à suivre, du coup, la fin du tome? Et je vais regarder tout de suite, mais Parce il me que semble que oui. Là, le fait que tu me montres ça permet de confirmer quasiment que. Ah non, il y a fin aussi, t'as raison. Ah, il y a fin Donc, aussi. ouais, ça voilà. pose la question. Ouais. Ça Ok. pose la question. Parce qu'en VO, il y a marqué to be continued, tu vois, et ça continue pas. Donc lisez le roman si vous voulez savoir la fin. Mais ouais, moi, je trouve qu'on a peu de chance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, comme tu as dit, c'est un manga, c'est pas un manga qui appartient à l'auteur, c'est pas le mangaka de Berserk ou de Hunter x Hunter qui ne peut pas continuer. Là, moi je pense qu'il pourrait prendre quelques notes pour finir Oui, il tout reste à un fait, tome. Surtout qu'on a vu que des Haruichi, il y en avait plein. Donc, en tout cas, ouais, il devrait faire ça. Il devrait contacter quelques notes pour finir le manga, comme ça sera fait, parce que là, ça fait 2 ans que ça dure et voilà, ça commence à bien faire. Julien? Ouais, bah, tu connais le monde des mangas au Japon qui est
Terrible. Il est impitoyable, donc c'est aussi possible qu'il ne soit pas assez bien vendu pour qu'il fasse l'effort de changer le dessinateur ou la dessinatrice. Donc, moi, de mon côté, c'est un très bon manga. Alors, au niveau de la note, tout va dépendre de l'axe que vous le prenez. Si je le mets dans l'écosystème, c'est un manga Star Wars. Je lui mettrai, je pense, un 17. Ouais, un 17. Si je le mets comme un manga tout court, je pense qu'un fan de manga qui cherche un écosystème manga, peut-être il trouve un peu moins, donc je serai plus sur un 13-14. Pour, dépendant de l'angle que vous avez, c'est une valeur sûre si vous cherchez ce type. Mais une note tout court, est-ce que tu as passé un bon moment sur une échelle de 0 à 20 Non, j'arrête pas de le lire, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas eu besoin de me forcer pour le lire, l'histoire est chouette, les dessins sont chouettes, ça permet d'accéder à une histoire en manga en 2 tomes qui est moins effrayant qu'un roman pour certains. Non, j'ai passé un très bon moment, c'est pour ça que je lui mets 17. C'est une bonne note, hein, 17. Oh, hey, d'où est-ce que vous sortez C'est une bonne note, 17. Oh, peut-être pas assez pour toi, Tom, non? Tu mettrais combien? Peut-être que voilà. Non, honnêtement, si c'est une très bonne pioche à offrir, si jamais vous le cherchez. Ça devrait faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc oui, non, bonne histoire, chouette dessin, allez-y. Avec les mêmes propositions que Jean, c'est-à-dire la star qui est sur la Holy Republic, Edge of the Force. Ouais, Edge of Balance en français. Edge of Balance, voilà. Tu nous dis, Tom, en français, Edge of Balance. Un équilibre fragile, c'est en français, voilà. Alors, en ce qui concerne moi ma note, je vais pas mettre une aussi bonne note que vous. En fait, moi, c'est marrant, mais je l'ai comparé aux lectures Star Wars en général. Mon niveau de, je sais pas, d'émotion, de montée de descente que j'ai eu. Franchement, clairement, il est excellent. Il y a tout ce qu'on a dit. Voilà, j'ai donné plein de très bons éléments. Moi, je vais lui mettre 15 sur 20. C'est juste que si je le compare à certains romans qui des fois me mettent des grosses claques et où je sors du truc, je dis waouh putain, je vais pas m'en remettre tout de suite, ou même ça me le fait sur certains comics. Alors moins maintenant, mais je me rappelle de l'époque du canon, le premier canon Star Wars quand je disais les KOTOR ou les Legacy. Je prenais des baffes, c'était incroyable. Ou le Nouvel Ordre Jedi, là on est sur quelque chose de très bon, très sympa. Mais je trouve qu'on n'a pas atteint les sommets. Et si je ne vais pas jusqu'aux notes comme 19 ou 20 que des fois tu mets, Jean, c'est parce que j'aime bien garder un écart type, mais ça, c'est mon côté, vous savez, c'est ma déformation professionnelle. Quand j'ai une excellente disserte, j'ai du mal à monter jusqu'à 20 parce que dans la tête, je me rappelle toujours la fois où j'ai mis 20, j'en étais là. Et tu vois, j'aime bien garder encore des paliers pour pouvoir dire que c'est encore meilleur. Et je sais qu'on peut faire encore mieux. Donc voilà, 15, ça veut dire que je suis très content, j'ai passé un très bon moment, je ne regrette pas mon achat, je vous dis pareil, achetez-le pour Noël. Mais je sais qu'on peut faire, il y a encore quelques strates à passer pour atteindre le summum. 20 sur 20, je mettrais la trilogie Dark Ben de Drew Karpyshine. Là, c'est 20 sur 20. KOTOR et Legacy en comics, je mets 20 sur 20. Dark Times, la première saga, là, je mets 20 sur 20. Là, il y a encore un peu de marge pour atteindre des niveaux qui excellent à ce point-là. Voilà. Donc si on fait une moyenne, on est dans les 17. Vous avez un bel exemple de éducation nationale française versus éducation nationale canadienne dans l'état d'esprit. C'est merveilleux pour avoir vécu les deux. C'est exactement un bel exemple imagé. Voilà. Non mais ça dit, ça reste. En plus, si tu veux, je prêche coupable. Hein. Sans problème, vous voyez tout à fait ma logique. Et de toute façon, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un bon manga. Les 2 tomes sont cool, ça vaut leur argent, et les gens qui vont le recevoir en cadeau ou les gens qui vont l'acheter pour le lire devraient être satisfaits. Et pour aller même dans le sens de ce que tu dis, Julien, en fait, ce qu'il faut retenir, finalement, la note ne veut pas dire grand-chose. La note, c'est juste un indicateur, qu'on va dire, quantitatif. Mais dans la réalité, ce qui compte, c'est surtout les ondes que tu as envoyées derrière. Donc là, en fait, quand on dit qu'on a adoré le bouquin, qu'il faut l'acheter, que c'est très bien et qu'on peut continuer et qu'on peut encore faire mieux, en fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir, plus que le fait de ne pas être allé jusqu'à 20, quoi. C'est le fait que, c'est positif, quoi. Après, c'est juste une manière de mettre un chiffre. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous l'achetiez, a priori, hein, on est unanime là-dessus. On annonce les prochaines émissions. Donc, la prochaine, il devrait y avoir
la fameuse émission collector là, que Seb va enregistrer avec Fred. Et on commence à avoir un sujet pour QC aussi, donc ça viendra. Ouais. Et puis, on pensait faire une émission sur le Mandalorian en manga, mais je pense qu'elle... Comme tu veux, c'est toi qui vas. Je vois peu de chances qu'elle aboutisse, parce que sinon elle va être très courte. Ou alors on fera un express. Ouais, oui, express, ouais. Ou alors tu nous sors ta bibliothèque, on fait un WhatsApp, tu sors tous tes jeux de Wii et puis voilà, on tient 2 heures sur le Mandalorian. Ou alors on pourra combiner avec, comme on avait fait avec Legends of Luke Skywalker là, qui était pas ouf. Donc combiner avec notre Rebels manga, par exemple. Voilà, parfait. Avec Rebels, ouais, carrément. Ça c'est une bonne idée, ça. Ouais, 2 adaptations de série, carrément, on pourra faire ça. Donc Rebels, c'est sorti là, ça sort le tome 2 mois prochain et ça sort le tome 3. Tome 3 sort en janvier, donc dès fin janvier, on vous fait une émission Rebels. Sachant que ça va être pareil, Rebels, en fait, j'ai regardé le tome 1, ça fait un épisode de la série. Ouais, et puis ils sont arrêtés à 3, toujours pareil. Bah voilà, donc, tu vas avoir les 3 premiers épisodes, c'est-à-dire que dans Rebels, ça devient sympa à partir de la saison 2, on va être honnête. Quoi. Et donc du coup, là, on finit même pas la saison 1. Bon, on en parlera dans l'émission dédiée. Ouais. Mais non, mais pour dire que, voilà, si vous l'avez pas encore acheté, attendez peut-être l'émission avant de l'acheter. Moi, prenez celui-là plus. Prenez Leia, prenez le Star. Voilà. Prenez plutôt Leia et le Star, voilà. Et bien sur ce, chers amis, Jean, Julien, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette émission Leia Star Wars en direct. Et puis, on vous fait des gros bisous à tous. Allez, ciao. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bah les gars, on a tenu 1h20 quand même, hein.